Vous voulez avoir une glycémie plus stable, plus basse, et si je vous disais que c'est possible grâce à certains aliments auxquels on ne pense pas toujours. Vous allez sans doute avoir des surprises dans cette vidéo. En tout cas, je vais vous partager aujourd'hui une liste de 12 produits qui vont vous aider à maîtriser votre glycémie, et puis je vous explique à chaque fois comment les intégrer dans votre alimentation au quotidien. Le premier aliment qui peut vous aider à lisser votre glycémie, c'est l'ail. L'ail contient plein d'éléments intéressants comme des flavonoïdes antioxydants, il y a notamment la quercétine, et des molécules soufrées qui vont avoir un impact positif sur votre taux de glucose. Mais on sait qu'en particulier, parmi tous ces composés soufrés, il y en a un qui s'appelle l'aïcine et qui va augmenter la sensibilité à l'insuline et qui va aussi stimuler la production de l'insuline dans les cellules bêta du pancréas. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver en barre d'infos le lien vers les études qui ont été faites à ce sujet. Vous pouvez en tout cas consommer de l'ail en condiment dans une vinaigrette par exemple, ou dans vos préparations de plats, de soupes, de gratins. Il a été démontré que la concentration en composés soufrés est encore plus forte dans l'ail cru écrasé. Mais vous pouvez quand même consommer de l'ail sous forme cuite, ça sera toujours très bénéfique et dans tous les cas, que ça soit cru ou cuit, pour avoir une concentration maximale en aïcine, il est recommandé de laisser reposer la gousse d'ail hachée ou pressée 5 minutes avant de l'utiliser. Donc voilà, vous avez maintenant les astuces pour manger de l'ail et qu'il soit le plus impactant positivement sur votre glycémie. Et puis, si jamais vous n'aimez pas l'ail, eh bien sachez que les autres bulbes de la famille Allium, comme l'échalote ou l'oignon, ont aussi des propriétés positives sur l'insuline et la glycémie. Le deuxième aliment qui peut vous éviter des pics de glycémie, ce sont les lentilles et toute la famille des légumineuses, qu'on appelle aussi parfois les légumes secs. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que les lentilles, comme les pois chiches, les haricots, les pois cassés, ont un index glycémique bas de 25 à environ 40 selon les genres et puis aussi les types de cuisson. C'est donc un aliment qui en lui-même ne provoque pas de pic de glycémie, mais qui, grâce aux fibres qu'il contient, ralentit tout le bol alimentaire et évite les pics de glycémie. En plus, ce sont des aliments qui sont rassasiants, riches en protéines, environ 20 à 30 grammes de protéines pour 100 grammes de légumineuses, et aussi riches en minéraux. Donc vraiment, c'est un aliment qui est très intéressant, ça vaut le coup de les intégrer dans son assiette. Et si vous avez peur de ne pas les digérer, eh bien allez-y progressivement. 1 à 2 cuillères à soupe pour commencer, puis vous allez augmenter doucement les doses jusqu'à temps que votre corps s'habitue. Faites aussi des pauses à certains paliers si vous avez besoin. Et puis vous pouvez aussi les faire tremper et même les faire germer pour faciliter la digestion. Vous pouvez aussi essayer d'ajouter à l'eau de cuisson des lamelles d'algues kombu ou de wakame. En plus, ça réduira le temps de cuisson, donc c'est intéressant de mettre ces lamelles ou ces morceaux d'algues. Et puis c'est efficace aussi d'ajouter certains aromates comme le thym, le romarin, la sauge, la sarriette, le laurier. Tout ça, c'est des aromates qui vont vous aider à mieux digérer les légumineuses. Et puis aussi, on peut cuisiner les légumineuses sous plein de formes. On peut faire des soupes, des tartinades, des salades ou encore des plats. Là aussi, je vous mettrai en barre d'infos quelques liens vers des recettes que je peux vous proposer à base de légumineuses pour vous donner plus d'idées. Le troisième aliment pour stabiliser sa glycémie, c'est une épice bien connue, c'est la cannelle. Alors, les études scientifiques ont montré que la cannelle, prise en quantité suffisante, pouvait faire baisser la glycémie et le cholestérol. Mais attention, il faut bien la choisir parce qu'il y a une variété qui peut poser problème. En fait, on trouve principalement 2 types de cannelle en magasin, la cannelle vraie, qu'on appelle aussi la cannelle de Ceylan, et la cannelle de Chine. Alors ces 2 cannelles ont une efficacité équivalente, mais la cannelle de Chine contient davantage de coumarine. Et la coumarine, le problème c'est que c'est une substance anticoagulante qui peut endommager le foie si on en prend trop. Donc il faut privilégier la cannelle vraie, même si elle est un petit peu plus chère. Si vous l'achetez en bâtonnet, vous allez facilement repérer la différence parce que la cannelle de Chine n'a qu'une couche d'écorce qui est roulée sur elle-même, alors que la cannelle de Ceylan a plein de petites couches fines, des petits feuillets qui s'entassent. Donc si vous l'achetez en poudre, ce qu'il faut regarder cette fois-ci, c'est la liste des ingrédients et on doit pouvoir lire
cannelle vraie ou cannelle de Ceylan, ou encore le nom scientifique Cinnamomum verum ou Zelanicum. Et s'il n'y a rien de noté de particulier à part le mot cannelle, eh bien vous pouvez être sûr que c'est de la cannelle de Chine. Concernant les quantités, vous pouvez consommer jusqu'à 1 cuillère à soupe par jour, soit 3 petites cuillères à café, saupoudrées sur vos desserts ou dans vos plats. L'aliment suivant qu'on peut ajouter pour faire baisser sa glycémie, c'est le psyllium. Alors pour être plus précise, c'est en fait toutes les fibres solubles qui sont intéressantes pour faire baisser la glycémie, mais le psyllium blond, c'est un des aliments qui en contient le plus. Les autres aliments qui contiennent beaucoup de fibres solubles, ce sont les flocons d'avoine, le son d'avoine, les graines de lin broyées, les légumineuses, il y a aussi l'orge et puis bien sûr les fruits et les légumes. Les fibres alimentaires, ce sont des glucides qui ne peuvent pas être absorbés par le corps. Et les fibres solubles, elles se dissolvent au contact de l'eau qu'on trouve à l'intérieur de l'estomac pour former un gel visqueux. Donc ce gel va gonfler dans l'estomac et ça va aussi augmenter l'impression de satiété. Grâce à ce mécanisme de gel, les fibres solubles diminuent l'absorption des graisses par l'organisme et en particulier le mauvais cholestérol. Et puis elles réduisent aussi l'assimilation du glucose. Donc les fibres solubles sont très utiles pour faire baisser l'indice glycémique du repas. En pratique, vous devez donc faire la part belle aux légumes à chaque repas. Et puis vous pouvez en plus mettre dans vos préparations des aliments très riches en fibres comme le psyllium, le son d'avoine, qui sont des ingrédients que j'incorpore régulièrement dans mes recettes. Vous avez peut-être remarqué ça. Et puis vous pouvez aussi saupoudrer 1 cuillère à soupe de graines de lin broyées sur vos crudités. Ça vous apportera aussi des oméga 3. Petite parenthèse d'ailleurs concernant les graines de lin, on ne les digère pas quand elles sont entières, quand on ne les a pas moulues. Pire, elles peuvent même être irritantes en cas de colopathie ou d'intestin irritable, notamment à cause de leur forme qui est très piquante. Donc vous les broyez bien avec un petit moulin à café et par contre lorsqu'elles sont broyées, elles sont très fragiles, elles s'oxydent, elles rancissent rapidement. Donc il faut les conserver à l'abri de la lumière, au frais et les manger sous quelques jours. Donc vous broyez des petites quantités à la fois et vous les conservez bien comme je vous ai dit et ça ira très bien. Pour le psyllium, je vous conseille plutôt d'en mettre dans les préparations ou alors d'en prendre le soir en cas de constipation. Dans ce cas-là, si vous êtes constipé, vous diluez 1 cuillère à soupe de psyllium blond dans un demi-verre d'eau et vous buvez rapidement avant que ça gonfle et que ça devienne impossible à avaler. Puis ensuite, vous allez boire 200 à 300 ml d'eau. Ça fait une grande tasse remplie à ras-bord et c'est très important de boire beaucoup juste après parce que justement, c'est ça qui va faire que ça gonfle suffisamment. Puisque ça fait baisser la glycémie, vous vous demandez peut-être pourquoi on ne peut pas prendre du psyllium à chaque repas. En fait, le problème, c'est que le psyllium va aussi créer un gel autour de tous les bons nutriments que vous voulez absorber. On veut juste baisser l'absorption du glucose à la rigueur des mauvaises graisses, mais pas celle des bons nutriments, des vitamines, des minéraux. Donc occasionnellement, en cas de repas avec des aliments qui sont vraiment IGO, un repas un petit peu exceptionnel, vous pouvez saupoudrer 1 cuillère à soupe dans une compote ou un yaourt, mais attention, pensez toujours bien à boire après et rappelez-vous que ça ne doit pas être un geste que vous allez faire à chaque repas. Il faut aussi éviter de prendre des médicaments en même temps que le psyllium parce que le gel, encore une fois, qui va se créer, va empêcher l'absorption, donc ça pourrait bloquer l'assimilation correcte des molécules, des médicaments que vous devez prendre. L'aliment suivant qui peut vous permettre de baisser votre glycémie à chaque repas, c'est le vinaigre de cidre. Alors on en a beaucoup entendu parler à la sortie du livre Glucose Révolution notamment parce que son auteur Jesse faisait la promotion du vinaigre de cidre notamment. Mais c'est une donnée qui est bien connue et documentée par le monde scientifique depuis des années. Il y a des dizaines d'études scientifiques qui ont été menées sur le sujet et puis toutes les personnes qui s'intéressent à l'alimentation IGBA le savent bien et d'ailleurs on parlait il y a longtemps. Par contre, Jessine Chospé, elle a su le vulgariser, l'expliquer simplement et puis le diffuser à plein de personnes ce message et puis c'est tant mieux parce que plus on est nombreux à être informés, mieux c'est pour nos vies et pour la planète. Alors le vinaigre et en particulier l'acide acétique qu'il contient désactive une partie de l'enzyme alpha-amylase qui serait un petit peu comme des ciseaux qui viendraient déjà prédécouper, prédigérer les glucides en glucose. Une fois qu'il est absorbé, cet acide acétique dans le sang, il permet une meilleure consommation du glycogène par nos muscles. Donc en gros, nos muscles vont consommer aussi
plus de sucre. Et puis le vinaigre de cidre est celui qui contient le plus d'acide acétique. Et c'est aussi celui qui a le goût le plus doux quand il est dilué avec un petit peu d'eau. Donc si vous en prenez avant vos repas, ne le prenez jamais pur. Diluez-le dans un peu d'eau. Pour protéger aussi l'émail de vos dents, vous pouvez utiliser une paille. Vous pouvez aussi prendre à la place un autre vinaigre et vous n'êtes pas obligé de le boire avant. Vous pouvez simplement en mettre sur vos crudités en entrée. Ça fonctionnera tout aussi bien. Et le citron, alors c'est acide, est-ce que ça marche ou pas? Alors le citron ne contient pas d'acide acétique, mais il contient de l'acide citrique. Donc oui, ça fonctionne, mais moins bien, moins fortement que le vinaigre. C'est pour ça que je vous ai davantage parlé du vinaigre comme un aliment vraiment qui pourrait vous aider à faire baisser votre glycémie. Maintenant, si vous ne supportez pas le vinaigre, mettez du citron sur vos plats, ça ira aussi très bien. Autre catégorie d'aliments pour baisser la glycémie de ces repas, ce sont les légumes, et notamment les légumes verts. Alors les épinards, les brocolis, les petits pois, la salade, les endives, les haricots verts. Tous ces légumes sont évidemment riches en vitamines et en minéraux, mais aussi en fibres. Donc, comme on a vu tout à l'heure pour le psyllium et les lentilles, ces fibres vont ralentir la vidange gastrique, c'est-à-dire le passage de nos aliments de l'estomac vers les intestins, et puis aussi, ils augmentent la sensation de satiété en gonflant dans l'estomac. Donc vraiment, faites le plein dans vos assiettes de légumes, que ce soit cru ou cuit, je vous encourage vraiment à en mettre à chacun de vos repas. Et puis pour avoir des fibres qui soient encore plus efficaces, évitez de systématiquement mouliner ou de complètement mixer en purée ou en soupe vos légumes. Ça peut être intéressant de laisser par exemple dans les potages quelques morceaux parce que la fibre sera moins cassée et donc elle ralentira davantage la vidange gastrique. Le 8e aliment pour éviter les pics de glucose, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est de l'eau. L'hydratation, c'est très important, que l'on soit malade, que l'on soit diabétique ou non, boire, ça permet vraiment au corps de fonctionner de manière optimale. Et on est nombreux à ne pas boire suffisamment. Le corps d'un adulte, c'est composé de 60% d'eau et on a besoin de la reconstituer tous les jours. Donc on apporte de l'hydratation principalement par les boissons. Il y en a aussi par l'alimentation, hein. Il y a de l'eau contenue dans nos aliments. Puis il y a aussi un petit processus chimique dans notre corps qui permet de fabriquer entre guillemets de l'eau, mais c'est toujours dans une moindre mesure. Donc vraiment, les boissons et les aliments, c'est ce qui vous apporte le plus d'eau. Et en moyenne, il faut boire 1 à 2 litres d'eau par jour. Et cette quantité va aussi dépendre de votre situation, de vos pertes d'eau. Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous êtes dans un pays chaud? Est-ce que vous êtes sportif ou au contraire très sédentaire? La couleur de vos urines, c'est vraiment le bon indicateur à suivre. Elles doivent toujours être très claires, vos urines. Si ce n'est pas le cas, bien c'est que vous ne buvez pas assez. Et il a été prouvé que les personnes qui ne boivent pas assez d'eau, en particulier les diabétiques, sont à risque d'avoir un taux de glycémie plus élevé que ceux qui boivent entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Et ça serait dû à la vasopressine. C'est une hormone qui aide à régulariser l'hydratation du corps. Et lorsqu'une personne est déshydratée, le niveau de vasopressine augmente. Et donc, il y a plus d'eau qui est gardée à l'intérieur du corps, puis ça incite le foie à produire plus de sucre dans le sang. Donc, pensez vraiment à vous hydrater, au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Vous pouvez vous aider en les disposant un petit peu partout autour de vous, ces verres d'eau, comme ça vous allez penser à y boire. Vous pouvez aussi avoir une gourde. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de faire des cures d'eau riches en magnésium. Il y a l'Hépar, il y a la Contrex, parce que le magnésium améliore la résistance à l'insuline et puis les eaux minérales peuvent être vraiment une bonne façon d'absorber plus de calcium, de magnésium. Par contre, je vous conseille plutôt de boire ces eaux minérales en cure de 2 à 3 semaines parce qu'elles sont aussi souvent plus riches en sel et puis elles peuvent être fatigantes pour les reins. Donc faites des cures de 2 à 3 semaines en les alternant et ça sera super. Alors en parlant de magnésium justement, on passe à la catégorie suivante. Ce sont tous les aliments riches en magnésium qui vont avoir un effet positif sur le taux de glucose sanguin. Le magnésium aide le corps à bien utiliser le glucose et favorise l'action de l'insuline. Et un des aliments qui contient le plus de magnésium, c'est le cacao. Donc le cacao, ça peut être de la poudre de cacao amer ou alors du chocolat noir, 70% de cacao et plus. Je ne parle pas du chocolat au lait et du chocolat blanc parce qu'ils contiennent trop de sucre et trop de graisses saturées et moins de magnésium. Donc vraiment, on parle du chocolat noir et lui, il contient environ 200 mg de magnésium pour 100 g de chocolat. Donc un carré de chocolat noir de 10 g,
Ça couvre 6,6% des apports journaliers recommandés pour une femme. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et on trouve aussi beaucoup de magnésium dans les amandes et les noix du Brésil. Donc voilà, ça peut être aussi des alternatives au cas où vous avez envie de compléter le chocolat. Évidemment, on n'exagère pas, hein, mais c'est une source intéressante pour complémenter les autres apports. Et puis, mis bout à bout, toutes ces petites sources de magnésium, ça va vraiment avoir une différence et vous aurez suffisamment de magnésium pour être bien en forme. L'aliment numéro 10 à mettre dans ses repas pour éviter les pics de glycémie, ce sont les bonnes graisses. Alors, comme pour le chocolat, tout est une question de qualité et de dosage. Mais les graisses qu'on appelle aussi les lipides, elles ralentissent, là encore, la vidange gastrique. Donc l'absorption du glucose est plus lente et ça évite les fameux pics. Mais il faut bien choisir ces graisses parce qu'elles ne sont pas toutes aussi bonnes les unes que les autres. Donc on va vraiment éviter au maximum les graisses trans, les graisses saturées. Ce sont des graisses qu'on va retrouver dans les produits animaux et les produits transformés. Donc vous avez la viande rouge, les produits laitiers, tous les produits industriels qui vont contenir de l'huile de palme, etc. On limite aussi les graisses qui contiennent trop d'oméga 6 parce qu'on en trouve déjà beaucoup dans notre alimentation. Donc il y a l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin. Ce ne sont pas forcément les huiles que je vous recommande de mettre dans vos vinaigrettes au quotidien. Au contraire, on va privilégier les huiles qui sont riches en oméga 3, donc les huiles de lin, les huiles de colza, de cameline. Par contre, ce sont des huiles qu'on ne peut pas faire chauffer, donc c'est vraiment juste pour la vinaigrette ou les sauces. Et en complément, vous pouvez par exemple pour toutes les cuissons mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. L'huile de coco, elle est riche en acides gras saturés à moyenne chaîne, donc elle est un peu moins néfaste que les autres acides gras saturés, mais surtout elle est intéressante pour la cuisson parce qu'elle est très stable, donc elle ne va pas devenir mauvaise à la cuisson. Donc si on en utilise des petites quantités pour la cuisson, c'est parfait. Et puis on retrouve du bon gras dans plein d'autres aliments comme les fruits à coque. Donc vous avez les amandes, les noix, les noisettes, les graines comme les courges, les graines de sésame, les graines de chia, les poissons gras, le saumon, la sardine, le hareng, la truite et puis aussi les avocats. Aliment suivant pour faire baisser sa glycémie, c'est un des ingrédients majeurs dans la médecine ayurvédique, c'est le gingembre. Alors plusieurs études scientifiques ont démontré que la consommation de ce tubercule avait vraiment un effet bénéfique sur la glycémie. Le gingembre augmente la captation du glucose par les cellules musculaires et puis il modifie plusieurs enzymes importantes dont on a déjà parlé qui vont vraiment réduire l'assimilation du glucose. En plus, le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et même immunitaires. Donc vous pouvez consommer du gingembre soit frais, soit en poudre dans vos préparations. Vous pouvez aussi faire un thé au gingembre. Pour ça, vous mettez simplement à tremper quelques minutes, allez 3 ou 4 fines tranches de gingembre dans de l'eau chaude. Vous pouvez aussi ajouter à ce petit thé un petit peu de cannelle ou même de citron, comme ça vous allez combiner les effets. Par contre, comme le reste, à nouveau, attention à ne pas en abuser parce que, surtout si vous prenez des médicaments comme des bêta-bloquants ou des anticoagulants, si vous avez aussi des ulcères, ça peut poser problème. Voilà pour le gingembre. Aliment suivant qui aide à maîtriser sa glycémie, c'est le thé vert. Le thé vert, contrairement au thé noir ou au thé blanc, c'est une infusion de feuilles de thé non transformées et non fermentées. Elles sont juste en fait séchées. Et c'est ce qui fait qu'elles renferment plus de principes actifs que les autres thés. Plusieurs études ont là encore montré les bienfaits du thé vert sur la glycémie, mais pas que, aussi sur l'inflammation, le métabolisme pour la perte de poids et même la perméabilité intestinale. Et tout ça, c'est dû aux polyphénols, donc c'est des petites substances qu'on trouve dans le thé vert. Au départ, les polyphénols, c'est des substances, des petits éléments qu'on trouve dans toutes les plantes et qui aident les plantes à se protéger des bactéries, des virus, des moisissures. Sauf que quand nous mangeons ces molécules de défense, donc ces polyphénols, on a observé des bénéfices pour nous aussi. Alors il existe plein de variétés de polyphénols, mais ceux qui sont intéressants dans le thé vert s'appellent les catéchines EGCG et en fait pour faire baisser la glycémie, ces catéchines agissent de plusieurs façons. Principalement, elles vont là aussi réduire l'action de l'enzyme qui prédigère l'amidon dont on a déjà parlé. Donc l'amidon qu'on va retrouver par exemple dans du pain ou dans du riz va être digéré plus lentement et puis aussi elles réduisent l'activité des transporteurs du glucose dans l'intestin.
Donc il y a de nombreuses variétés de thé vert. Les plus connus sont le thé sencha, le thé longjin, le Darjeeling vert. Et puis pour bénéficier au maximum des bienfaits de ce thé, on essaye de le choisir bio, de qualité. On évite de le mettre dans de l'eau bouillante. On va plutôt laisser un petit peu l'eau chaude refroidir jusqu'à environ 70 degrés. Et puis là, on le verse sur les feuilles de thé qu'on laisse infuser 2 ou 3 minutes. On peut prendre plusieurs tasses par jour, mais il faut savoir que le thé vert apporte aussi un petit peu de caféine et il y a des contre-indications. Donc, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un professionnel de santé, peut-être un pharmacien, un infirmier, qui pourra vous conseiller sur le dosage qui est possible pour vous, parce que le thé vert n'est pas recommandé en cas notamment d'intervention chirurgicale proche et aussi de prise de certains médicaments pour la circulation ou pour le cœur. Pour découvrir d'autres astuces sur la glycémie et l'alimentation IGBA, je vous laisse maintenant cliquer sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.